On va parler dans un instant de ce qui s'est passé ce week-end. D'abord un mot sur vous, puisqu'on a pu voir ce week-end une vidéo de vous traversant Paris. Je crois que c'était juste après le match du Paris Saint-Germain. J'allais dire escorté, chahuté, en tout cas par des gens qui vous suivent dans la rue, chahuté, menacé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Écoutez, moi je vais pas en parler longuement. Je voulais aller dîner après avoir vu le match avec un ami et j'étais rive gauche et donc j'ai été effectivement suivi par des dizaines de gamins qui hurlaient, parfois des insultes, parfois non. Et bon, il y avait effectivement les gens de ma sécurité puisque je suis protégé depuis des années. Ça vous arrive souvent ? Ça m'arrive souvent. Il y a rarement autant de monde. Mais là, vous vous êtes senti menacé ? Disons que ça aurait pu basculer. Vous savez, ça peut basculer à tout moment, mais ça m'arrive. Il y a jamais comme ça des dizaines et des dizaines de gens qui me suivent comme ça en hurlant et en me menaçant et en m'insultant. En revanche, il peut toujours y avoir. C'est pour ça que je suis protégé. Malheureusement, il y a toujours des gens qui peuvent m'insulter, il y a des gens qui peuvent me menacer. Ça, c'est tout le temps. Comme moi, en plus, j'aime marcher parce que j'aime marcher et j'aime marcher dans Paris. Donc voilà quoi. 890 personnes interpellées dans toute la France ce week-end, 219 blessés, dont 8 grièvement. 890 personnes interpellées, c'est 45% de plus que l'an dernier pour la première victoire du Paris Saint-Germain. Ce sont les chiffres donnés aujourd'hui par Laurent Nunez. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé ce week-end en France ? Vous dites, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont fait la fête et quelques milliers qui sont venus pour tout gâcher. Quel est votre diagnostic sur ce qu'on a vu ? Je n'emploie pas ces éléments de langage, si vous me permettez. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient la fête pour un match de football. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le football, j'aime beaucoup le football. J'ai connu la défaite triomphale, si j'ose dire, de Saint-Étienne en 76 après la finale, comment ils ont descendu. Je vous invite à regarder les images et vous verrez toute la différence entre les deux France. Et vous ne diriez pas... à l'époque, on pouvait faire la fête en France. Vous avez d'ailleurs vu sans doute ce qui s'est passé au Champ de Mars, ce qui s'est passé au Parc des Princes, ce qui s'est passé dans beaucoup de villes. Il faut être sécurisé. Vous savez très bien que toutes les soirées, d'ailleurs, on savait très bien que ça allait arriver. Si vous voulez, moi, je ne l'analyse pas comme vous. Je pense que... moi, j'ai rien dit. Donc, Non, vous avez dit il y a des quelques milliers de personnes qui ont gâché la fête. Je vous ai interrogé. Ah, pardon. D'accord. J'ai dit, est-ce que vous considérez que certains, une minorité, a gâché la fête des autres ? N'en parlons plus. Je vais donc donner ma version à moi. Moi, j'observe depuis des années qu'à chaque célébration, soit de 14 juillet, soit de Nouvel An, soit de fête de la musique, vous voyez, on pourrait multiplier comme ça. Il y a des hordes arabo-musulmanes qui descendent de la banlieue. Hordes arabo-musulmanes. Oui. Moi, j'appelle ça comme ça. J'appelle pas ça des jeunes, j'appelle pas ça des troubles fêtes, vous voyez. Je ne veux pas édulcorer. C'est-à-dire que vous les qualifiez par leur religion. Absolument, et par leur origine. Ils étaient tous arabo-musulmans. À 90%. On le sait, tout le monde le sait. Vous allez voir les gardes à vue, mais tout le monde le voit. Il y a des images partout. Ne faites pas le faux naïf. Je fais rien du tout. J'essaie de voir d'où vous tenez tout ça. Toute la France a vu ça. Voilà. Bon, c'est simple, c'est clair, c'est net. Donc, je disais, des hordes arabo-musulmanes qui descendent de la banlieue pour casser, piller, frapper, agresser, etc., etc. Pour moi, si vous voulez, ce sont des actes de guérilla. De guérilla. C'est-à-dire que, vous savez, pour moi, la violence n'est jamais innocente. Il faut remettre dans le contexte. Il y a quelques jours, il y a eu les mêmes, ou leurs cousins, qui sont descendus sur la plage de la Baule pour faire la même chose. Les mêmes, ou leurs cousins, qui sont descendus à Deauville pour insulter les Juifs, etc. Ils étaient 3 à Deauville. Comment ? Ils étaient 3 à Deauville. Oui, mais... Oui, d'accord, mais c'est pour vous dire. Tout ça, c'est dans un contexte. C'est l'image de la horde. Vous avez vu à la Baule. Je pensais aux images de la Baule. Vous avez vu ça. Bon. Ce que je veux vous dire, c'est que la violence est faite pour quoi ? C'est faite d'abord pour voler, pour piller, et pour menacer, pour intimider, et pour conquérir. La violence, ça sert à ça. L'idée de votre cheminement, Éric Zemmour, c'est de nous expliquer, d'expliquer aux téléspectateurs ce soir qui vous regardent sur BFM TV, qu'il y a une sorte de guerre de religion, puisque vous les qualifiez par ça, par la religion, une horde d'arabo-musulmans. Si vous voulez,
Je pense que effectivement, nous vivons aujourd'hui un moment historique que je qualifie depuis des années de grande revanche du monde arabo-musulman sur le monde occidental, chrétien, dans le cadre d'une guerre millénaire, en vérité, qui a commencé avec la création de l'islam et qui a vécu de flux et de reflux. Moi, vous savez, j'essaye toujours de comprendre dans la longue durée, dans la très longue durée. Mais justement, je suis dans la longue durée. De Brodel, de grands historiens comme ça dans la qui longue durée, cela. Éric Zemmour, on entend votre diagnostic. Vous ne nous dites pas comme certains. C'est la société, il y a une forme d'ensauvagement, et vous citez 3 exemples. Non. Vous venez de citer 3 exemples, mais je suis sûr que vous seriez dans. Mais il y en a un que vous ne citez pas, qui s'est produit il y a 10 jours à Paris, qui ressemble quand même un peu à ce qui s'est passé ce week-end. Des centaines de supporters de l'OGC Nice, proches des mouvements d'ultra-droite, qui viennent, qui cassent, qui insultent. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas vu Vous n'avez pas vu ces images? Je vous il y a assure 10 que je n'ai jours, pas vu. il y a eu 65 arrestations. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu 7 blessés. Je n'ai rien vu. La veille de la finale de la Coupe de France, il y a une personne qui est entre la vie et la mort. Je n'ai pas vu. Et ça, comment ça rentre dans votre logiciel, ces images-là? Je vais vous dire. Mais je ne l'ai pas vu. Parce que les supporters de l'OGC Nice, c'est pas la horde arabo-musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas vu. Vous me surprenez. Vous n'avez pas vu cette information-là? Je ne l'ai pas vu. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas de mauvaise. Tout le monde en a parlé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, tout le monde, ça s'est arrêté à moi. Bon, moi, comment ça rentre dans ce que j'ai vu, c'est la célébration par Bordeaux de son titre. Bègle Bordeaux en rugby. Exactement, sans aucune exaction ni violence. Ce que j'ai vu, c'est le titre de la Coupe de France de Lens, sans aucune exaction. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que j'ai vu à Budapest, là où se déroulait le match, c'est aucune exaction. Mais en fait, est-ce que le fond de ma pensée, Éric Zemmour, c'était est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous voulez voir? Écoutez, en l'occurrence, je ne vois pas et que quand ce que des je veux centaines voir. Moi, de supporters... je n'ai pas vu cela. Encore une fois, si j'avais vu cela, je vous aurais dit que je condamne cela. Mais je ne le mets pas, effectivement, vous avez raison. Pour moi, ce n'est pas le même contexte historique. C'est des violences que je condamne, évidemment, et ces gens doivent être punis. Mais quand je vous dis, moi, vous savez, la violence a commencé en France, ces violences-là ont commencé en France dès la fin des années 70. Ça a commencé dans les banlieues. La violence a permis à l'immigration arabo-musulmane de chasser les classes populaires blanches des banlieues. J'ai bien connu ça, parce que moi j'y ai grandi, vous voyez, dans les banlieues de la Seine-Saint-Denis, dans les années 60 quand j'étais enfant, et en 70, dans les années 70. Donc j'ai bien vécu ce changement d'époque. Et j'ai bien vu comment la violence permettait de s'imposer, de conquérir un territoire et de chasser la population qui était là. Donc je dis, cette violence-là n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite, elle sert évidemment d'abord à des pillages pour se prendre des choses dont on a envie, et en même temps, c'est une sorte de guerre sur notre sol. Je reviens à ce qu'est le point de départ de votre raisonnement, une horde d'arabo-musulmans qui a quitté la banlieue pour déferler sur les villes. L'information, vous la tenez d'où? C'est leur visage qui vous fait dire ça, qui sont arabo-musulmans? Vous avez des chiffres? Il y a quelque chose? Ne faites pas semblant. Vous savez, il y a une expression en français que j'aime beaucoup, c'est faire l'âne. C'est le fond de votre raisonnement, donc c'est important. Non, mais vous faites l'âne pour avoir du son. Eh bien alors, donnez-moi un peu de son. Donc, on va vous donner du son. Il suffit de regarder les images. Vous avez été très bien pour regarder les images que vous m'avez montrées de l'OGC Nice. Donc, regardez les images et vous verrez qui sont-ils. On voit effectivement des Africains et des Maghrébins à 90%. Mais toute la France l'a compris, on perd du temps, là, je vous assure. C'est beaucoup plus intéressant que vous m'interrogez sur qu'est-ce qu'on doit faire. Faites ces questions si vous voulez aussi. Mais non, parce que là, franchement, c'est des questions... Donc, pour vous, tout ce qui s'est passé ce week-end est lié à l'immigration de ces 10, 20, 30, 50 dernières années. 50 dernières années. Absolument. Donc la horde d'arabo-musulmans, ce sont les descendants, les petits-enfants aussi? Absolument. La violence a commencé dès la fin des années 70. Vous savez, j'ai écrit un livre qui est republié aujourd'hui. Je vous invite à le lire ou le relire, qui s'appelle Le suicide français. Je ne fais pas ça pour me faire de la publicité. Pour vous dire non, je vous assure. Pour vous dire simplement que je l'explique et je le raconte. J'ai plongé à l'époque dans les archives des journaux de la fin des années 70. Ça commence par des vols d'autoradio, puis des vols d'appartements, puis des viols, puis du trafic de drogue. Tout ça est lié. Tout ça, il y a, si vous voulez, c'est ce que j'ai appelé du djihad du quotidien.
Vous comprenez? C'est une violence, il y a un continuum de violence, pour reprendre une expression que Mais les je rappelle féministes aussi, affectionnent. pour la bonne compréhension de notre entretien, que les statistiques ethniques, ça n'existe pas en France, Non, et que donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est sur ce que vous avez vu, c'est-à-dire sur la couleur des visages que vous avez vus des statistiques quand même. Quand vous avez 25% d'étrangers dans les prisons françaises, alors qu'ils ne représentent que statistiquement 8% de la population française, vous voyez qu'il y a une surreprésentation. Quand vous voyez qu'il y a 60%, je crois, des agressions sexuelles dans le métro parisien qui viennent des étrangers, je ne parle que des étrangers, puisque les doubles nationaux ne sont pas comptabilisés. Oui. Vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement la façon dont je regarde les images, et où toute la France regarde les images. Mais encore une fois, je vous assure, là, vous perdez du temps, et vous vous ridiculisez auprès de vos téléspectateurs, parce que tous les gens ont compris ce que je dis. C'est toujours un plaisir. Est-ce qu'il faut faire payer les casseurs? Je cherche les solutions. Bien Maintenant, sûr, une fois que vous avez posé votre diagnostic là-dessus, est-ce qu'il faut faire payer les casseurs ou même les parents des casseurs? Alors, c'est ce que propose, par exemple, Bruno Retailleau. Alors, très bien. C'est un plan global. D'abord, il faut un maintien de l'ordre beaucoup plus sérieux. Là, d'ailleurs, Monsieur Nunez n'a pris que la succession de Monsieur Retailleau. Je vous souvenez que l'année dernière, c'était la même chose et qu'on a eu exactement les mêmes exactions. Il y avait 22 000 policiers gendarmes mobilisés ce week-end. Oui, vous avez vu la différence. C'est une question de nom, vous en auriez mis plus? Non, c'est pas une question de nom, c'est une question d'ordre qui sont donnés par les ministres de l'Intérieur. Les ministres de l'Intérieur donnent l'ordre de ne pas aller au contact. Je constate que quand c'est les gilets jaunes ou quand c'est les paysans, on leur envoie, non seulement on envoie au contact, mais on leur envoie des blindés que la police vient d'acheter. Là, je ne les ai pas vus. Il y a eu plus d'arrestations ce week-end. Des arrestations. Je termine, si vous permettez. Vous en prie. Il y a eu plus d'arrestations ce week-end que pendant bon nombre de journées d'action des gilets jaunes. Je remets ça, 880. D'arrestation. Ouais. Mais les policiers n'allaient pas au contact. Avec les gilets jaunes, ils allaient au contact. Moi, je veux qu'ils soient réprimés. Je veux mater l'ennemi intérieur. Pour moi, c'est un ennemi intérieur. Vous voyez? Ce ne sont pas des gamins qui gâchent la fête. Comprenez? Là, c'est pour ça que je vous ai repris. Le vocabulaire est important. Bon. Deuxièmement, il faut que ces gens aillent en prison, qu'ils soient condamnés et donc qu'ils passent le filtre judiciaire qui est toujours plein de mansuétude pour eux. L'année dernière, on avait, je crois, 400 ou 500 arrestations et ça s'est fini par 5%. J'ai regardé les chiffres avant de venir. 5%. Qui était rappelé par le responsable d'Alliance qui était avant vous sur ce plateau. 8 condamnations fermes l'an dernier. Vous voyez. Bon. Donc c'est pas sérieux. Donc il faut rétablir des peines planchées et des peines beaucoup plus sérieuses. Troisièmement, il faut impérativement, effectivement, faire payer ces gens-là ou leurs parents et supprimer les allocations sociales qui sont données à leurs parents car ils sont responsables de leurs enfants quand ils sont mineurs. Deuxièmement, il faut expulser ces gens-là des HLM. Il faudrait d'ailleurs les expulser quand leurs enfants trafiquent la drogue comme ils le font très souvent. Troisièmement, il faut étendre la règle de déchéance de nationalité pour permettre de déchoir de nationalité ces gens-là, parce qu'ils sont pour la plupart, je pourrais dire même à 99%, doubles nationaux, c'est-à-dire qu'ils ont gardé la nationalité de leur pays d'origine, de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, voire le Mali. Donc vous leur enlevez la nationalité française. Donc je leur enlève la nationalité française. Vous savez que la déchéance de la nationalité française, déjà prévue, une longue histoire dans le Code civil, je crois que c'est l'article 25.1 à 25.4 du Code civil qui prévoit la déchéance de nationalité. C'est prévu d'ailleurs depuis la Révolution française, la déchéance de nationalité. Ça veut dire que c'est pour les expulser ensuite? Absolument. Vous avez tout compris. Donc vous leur retirez la nationalité française? Pour les expulser, parce que j'expulse tous les étrangers qui ont été condamnés. Vous voyez, je ne les garde pas dans les prisons françaises. Je les renvoie soit chez eux, ou si le pays, parce que je sais ce que vous allez me dire, si le pays ne veut pas les reprendre... Vous avez décidé de faire les questions et les réponses ce soir? Si le pays ne veut pas les reprendre, je les renvoie ailleurs. C'est où ailleurs? Dans d'autres pays avec qui la France aura des accords, comme l'Italie, l'Angleterre commence à le faire. L'Italie, ça fait un flop monumental, l'Angleterre aussi. Je sais, ça fait un flop parce que, d'abord, la législation européenne l'interdisait, et deuxièmement, parce que les juridictions italiennes et anglaises ont cassé ces décisions. Bon. Moi, je constate que, désormais, la législation européenne l'autorise. Vous avez vu? Pas tout à fait. Les directives retour, on en a parlé sur ce plateau la semaine dernière avec François-Xavier Bellamy. À signer il le connaît bien, parce que c'est
Il l'a voté. Il faut que la France l'adopte. Exactement, il l'a voté avec vous. Il faut que la France l'adopte aujourd'hui. Et puis vous savez que c'est extrêmement compliqué parce que la liste des pays qui reprendraient les expulsés aujourd'hui, elle n'existe pas. Il n'y a pas de pays aujourd'hui qui a accepté de le faire formellement. S'il y a une volonté politique, on le fera. Et j'allais vous dire, deuxièmement, il faut mettre ça dans le cadre d'un grand référendum sur l'immigration pour empêcher que les juridictions, que ce soit Conseil constitutionnel, Conseil d'État et tous les juges, ne cassent cette décision. Mais ça, c'est très important dans le cadre de ce que j'ai appelé l'immigration négative. Je pense qu'il faut non seulement l'immigration zéro, mais l'immigration négative. Immigration négative, ça veut dire quoi? On va prendre les chiffres, si vous voulez bien. Éric Zemmour, ce sont les chiffres des entrées en France. Oui, des premiers titres de séjour accordés chaque année. 384 000. Au moins, on est d'accord sur une chose ce soir, ce sont les chiffres. Quand on regarde le détail des premiers titres de séjour accordés l'an dernier en France, 31%, ce sont des étudiants. Est-ce que vous baissez ce chiffre? Je le baisse, mais au-delà du massif. C'est-à-dire? Vous savez, aujourd'hui, la première nationalité des étudiants, c'est les Algériens. Et les Algériens sont 75% à ne pas faire leur licence en 3 ou 4 ans. Donc ces étudiants-là, moi, j'en veux pas. C'est-à-dire, ils font exprès de redoubler? Non, pas du tout. Pas du tout. Ou ils ne suivent pas leurs études, ou ils ne sont pas de bons étudiants. Je n'en veux pas. Mais parfois, ce sont eux qui vous soignent à l'hôpital. Ah, ça, c'est un autre sujet, cher ami. Si vous voulez me lancer sur le médecin, mais c'est un autre sujet. Là, on parle des étudiants dont certains restent ensuite et d'autres repartent. Non, les médecins, c'est pas des étudiants qui ont suivi médecine en France. Non, ça, ce sont des médecins qui ont été formés en Algérie. D'ailleurs, Monsieur Macron s'est plaint qu'on les oblige à repasser leur examen pour être sûr qu'ils aient le niveau des médecins français. Moi, je trouve ça que c'est le minimum. Quand un médecin français va aux États-Unis, il repasse aussi son examen. Hein, mais bon. Donc ça, c'est un autre sujet. On va l'aborder. Ça, c'est l'immigration de travail. Oui. Là, on est sur les étudiants. Vous avez 100 000 étudiants par an. 118 000. Oui. Bon. Vous baissez à combien? Mais à 10 000. À 10 000. Mais quand je dis ça à 10 000, c'est un chiffre que je vous dis comme ça. En vérité, je n'en veux plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense aujourd'hui que nous avons, pour la plupart des mauvais étudiants, dont nous n'avons pas besoin, qui nous coûtent très cher, parce que nous les faisons payer pratiquement rien comme ça vient d'être augmenté. Alors qu'ils coûtent très cher, oui, mais de façon ridicule. Et en plus, les universités ne veulent pas appliquer. Donc on passe, si je suis bien, sur les étudiants de 118 000 à 10 000. Voilà, disons. Mais deuxième motif d'entrée en France. Familial. Pas tout à fait. Oui, humanitaire, à 92 000, le regroupement familial est à 91 000. 92 000, l'aide humanitaire, vous y mettez fin? Ah oui, je l'ai. Ou vous n'y touchez pas? Non, j'y mets fin, oui. J'y mets fin. Qu'est-ce que vous appelez aide humanitaire? Parce que si vous appelez ça droit d'asile, ou si vous appelez ça aide humanitaire... Droit d'asile. Moi, droit d'asile, il y a 150 000 demandeurs d'asile en France. Demandeurs, oui. Demandeurs. Et il y a à peu près, dans les derniers chiffres, la moitié à qui on accorde le droit d'asile. Et l'autre moitié, de toute façon, on ne leur accorde pas, mais ils restent. Parce qu'on ne renvoie personne, avec nos brillants ministres de l'Intérieur. Donc vous êtes d'accord. Donc ça fait, en fait, c'est pour ça que ça fait beaucoup plus que 384 000. On flirte avec les 500 000 par an. Parce que vous comptez effectivement ceux à qui on n'accorde pas le droit d'asile, mais qui restent pour la plupart. Ne sont jamais expulsés. Ouais. Voilà. Bon, on est d'accord là-dessus au moins. Donc ça fait à peu près 500 000 par an. Non, mais vous avez raison, c'est autre chose, mais il faut quand même le préciser. Bon. Sans compter les irréguliers, bien sûr, les illégaux, qui sont évalués par le ministère de l'Intérieur à 800 000, 1 million. Bon, bref. Donc, ces gens-là, de droit d'asile, moi, je pense... Vous savez, le droit d'asile, c'est, par exemple, Victor Hugo à Guernesey, c'est Solzhenitsyn, vous voyez, c'est les héros de la liberté, des grands écrivains, des grands dignitaires qui ont été chassés par un pouvoir politique tyrannique. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes homosexuel dans un pays musulman ou africain, on vous donne le droit d'asile. Vous dites que vous êtes une femme excisée, on vous donne le droit d'asile. Attendez, d'être frappé pour ça. Mais je précise parce que les gens ne le savent pas. Après, on peut discuter, mais il faut quand même le dire aux gens. Personne ne leur dit. Aujourd'hui, c'est cela le droit d'asile. C'est pas Victor Hugo. Bon, donc moi, j'estime que ces gens-là n'ont rien à faire en France. Si je reprends mon premier chiffre, 384 000 entrées légales chaque année. Oui, déjà, on a bien réduit. Hein. Vous arrivez à combien? Une fois que vous avez touché aux étudiants, au droit d'asile, on n'a pas parlé du regroupement familial, des visas de travail. On peut en parler. Vous arrivez à combien? Mais moi, je vous dis, je veux arriver à une immigration négative. Donc ça veut dire que non seulement on ferme, entre guillemets, le robinet des entrées, mais des gens qui sont en France aujourd'hui, qui ont des papiers, Attendez, je vais vous dire... Vous les renvoyez? J'écoute votre question, moi. Vous les renvoyez? Alors,
D'abord, on renvoie les illégaux. Première chose, qui n'est pas fait. Parce que vous savez que le taux de renvoi... 10% à peu près. Voilà. Ouais. Donc c'est ridicule, c'est grotesque. Troisième point d'accord entre nous. Vous Sur voyez, les on chiffres. progresse, Non, on progresse. Deuxièmement, dans les réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont des papiers. Ouais. Première chose, il y a des gens qui ont des papiers pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans. Je ne renouvelle pas ces papiers. Pour aucun. On verra. Mais en tout cas, pour la masse, je ne les renouvelle pas. Donc ces gens-là n'ont plus les papiers, donc ils sont renvoyés. Troisièmement, je renvoie les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont voleurs, assassins, violeurs, trafiquants de drogue, et qui sont étrangers. Je les renvoie. Et chômeurs. Et chômeurs de longue durée. Et chômeurs. Absolument. Vous savez, aux États-Unis ou en Suisse, prenons la Suisse. Si vous êtes chômeur pendant 6 mois, vous perdez vos papiers et vous êtes renvoyé. Pareil aux États-Unis. Donc, au bout de 5 ans d'Éric Zemmour à l'Élysée, la population en France, elle a baissé de combien? Je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Je peux vous dire que... vous en aviez donné un en 2022. Comment? Vous en aviez donné un la dernière fois, il y a 5 ans. Qu'est-ce que je vous avais dit? Dites-moi. 100 000 en moins chaque année. Non, je vous ai dit, vous me dites au bout de 5 ans. Oui, ça 5 fait 500 fois 000. 100 000, si je compte bien, ça fait 500 000. Ouais. Vous avez compris qu'il est délicat de vous donner un chiffre précis. Là, je vous ai dit, non seulement les 500 000 ne rentrent plus, mais en plus, je renvoie ceux dont je ne veux plus et qui n'ont rien à faire chez nous. Je vous ai donné tous les cas de figure. Donc, si vous voulez, ça fait de l'immigration négative. Puisque tout à l'heure, vous avez devancé ma question, et ce sera la dernière question sur l'immigration, un pays qui ne veut pas reprendre ces OQTF. On pense à l'Algérie. Vous le renvoyez dans un pays qui, pour l'instant, est un pays imaginaire, qui va les garder. Il n'est pas imaginaire. Qui n'existe pas à ce jour. D'abord, les pays qui ne veulent pas les reprendre, moi, je fais jouer des moyens de pression que personne n'utilise aujourd'hui. Parce que c'est pas normal de ne pas les reprendre. Vous comprenez? Ils sont à eux. Ce sont leurs compatriotes. La France reprend les gens dont les pays étrangers ne veulent plus. Donc c'est un acte d'hostilité de ne pas les reprendre. Donc il faut actionner nous aussi des actes d'hostilité. Donc, par exemple, je bloque l'envoi d'argent des immigrés ici dans le pays qui ne veut pas reprendre les étrangers dont je ne veux plus. J'interdis désormais à ces dignitaires de venir se faire soigner en France, de mettre leurs enfants en France. Et si vraiment tout ça ne suffit pas, je saisis les biens des dignitaires algériens, par exemple. Vous savez que les Algériens sont la première nationalité dans la possession d'appartements et de biens immobiliers en France. Éric Zemmour, je voudrais qu'on avance et qu'on parle justement d'une femme dont on parle beaucoup ces derniers jours. Raphaël Grabli nous a rejoint. Ce n'est pas vous la femme. Bonsoir Raphaël Grabli. Une femme qui justement tient à des papiers français. Elle s'appelle Ksenia Fedorova. Vous allez nous expliquer qui est cette femme, puisqu'elle est soupçonnée aujourd'hui de servir en quelque sorte de voix du Kremlin en France. Raphaël, expliquez-nous d'abord qui elle est. C'est la voix de Vladimir Poutine en France, selon ses détracteurs, et même, je cite, une propagandiste patentée, selon Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. C'est comme ça qu'il a qualifié Ksenia Fedorova vendredi dernier. Alors, elle se présente comme journaliste, mais elle est accusée d'être, je cite, un relais du Kremlin, avec notamment une présence récurrente dans les médias du groupe Bolloré. Ksenia Fedorova, qui est née en Russie, elle s'est fait connaître en France en dirigeant la chaîne RT France, une chaîne d'information qui est liée au pouvoir russe, qualifiée d'organe de propagande par Emmanuel Macron en 2017 et bannie par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Au fond, qu'est-ce qui lui est reproché ? De reprendre le narratif du Kremlin concernant l'Ukraine, l'Europe, l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans une note interne du Quai d'Orsay qui a été révélée par Le Monde. Il y a une citation qui résume bien sa pensée, je la cite, « C'est l'Occident qui a choisi de prolonger ce conflit ». C'est ce qu'elle a dit il y a 3 semaines, le 10 mai, en parlant de la guerre en Ukraine, évidemment. En un mot, Vladimir Poutine n'est pas l'agresseur. Ksenia Fedorova qui devient aussi un sujet politique. Éric Zemmour, hier, elle est même qualifiée, je cite, d'agente russe par Raphaël Glucksmann, probable candidat
À l'élection présidentielle, je le cite, Ksenia Fodorova n'est pas une journaliste ni une commentatrice, c'est une agente russe. Et en pleine lutte contre les ingérences étrangères, la situation embarrasse jusqu'au sommet de l'État. Il y a Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a été interrogé ce matin sur un futur réexamen du titre de séjour de Ksenia Fodorova, puisqu'elle n'est pas française, elle est russe. Réponse, je ne vous répondrai pas. Est-ce que vous, président, vous la renvoyez en Russie? C'est intéressant, parce que je suis vraiment heureux de vous voir tous les deux et de voir les gens que monsieur a cités s'intéresser au sort des étrangers et à la situation administrative des étrangers. Ça m'intéresse. Elle sera dans votre plan de remigration si ou pas? Attendez, là, ça m'intéresse. Vous voyez, c'est nouveau. Ouais. Vous ne m'aviez pas habitué à ça tous. On progresse. Vous progressez. Oui, merci, monsieur. C'est bien. Deuxième chose, vous avez tous une drôle de conception de la démocratie et de la liberté d'opinion. C'est-à-dire que cette dame n'a pas le droit de défendre l'opinion de la Russie sur la guerre avec l'Ukraine. Donc il faut que tout le monde en France reprenne le narratif, pour reprendre l'expression de votre journaliste, de l'Ukraine. Sinon... Ça vous choque pas, ces propos? Moi, rien ne me choque. Mais c'est l'Occident qui a prolongé ce conflit, il n'y a pas d'enlèvement d'enfants ukrainiens. Attendez. Vous pourriez me dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Quelle est votre conception de la liberté d'opinion? Vous pourriez me dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais je me battrai pour elle. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. On pourrait discuter des heures, c'est pas le sujet de discuter de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi et on pourrait remonter selon le moment où on choisit de commencer cet affrontement, les versions diffèrent. Mais moi je pense que c'est la conception de la liberté d'opinion. Je trouve ça choquant que parce qu'on n'emploie pas le discours dominant en France et en Occident sur la guerre en Ukraine, on est immédiatement voué aux gémonies. Troisièmement, elle n'est pas pour vous un agent de propagande russe? Non, elle défend la ligne de la Vladimir Russie. Poutine. Oui, d'accord, ok. Et alors tous les gens qui défendent... Monsieur Glucksmann est un agent de propagande ukrainienne alors? Moi je veux bien, hein, mais dans ce cas-là on y va. Est-ce que vous allez dire que M. Glucksmann est un agent de propagande ukrainienne? C'est-à-dire il défend Mordicus. Il ne nie pas qu'il y a une guerre lancée par la Russie, contrairement à cette dame. La Russie a toutes les culpabilités, toutes les responsabilités. Ça s'appelle reprendre le narratif. Je reprends votre discours. C'est pas notre discours, citer Jean-Noël Barrot, Raphaël Glucksmann, c'est citer deux responsables politiques. Alors, il va décider que M. Glucksmann Deuxièmement, si on interdit à tous les gens qui défendent un pays de le faire, on va expulser en masse. C'est-à-dire que vous êtes patriote, mais quelqu'un qui vient apporter la voix de Vladimir Poutine... Tous les Algériens qui défendent leur gouvernement... C'est ce que j'allais vous demander. Quelqu'un qui dirait ce qu'elle dit aujourd'hui pour défendre Alger, il n'y a pas de problème. Moi, je les renverrai. Mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Toute personne, dans ce cas-là, qui défend... Un Algérien qui défend le gouvernement algérien contre la France, il faut le virer aussi. Une minute. Il y aura des charters. Hein. Éric Zemmour, une minute. Est-ce que vous serez bien candidat à l'élection présidentielle? Je vous ai déjà dit que mais parfois ça évolue. Non, mais une annonce de candidature, c'est sérieux. Il faut pas la rater. J'ai vu trop de gens la rater encore récemment. Donc moi, le jour où je serai à Yes candidat à la présidentielle, je ferai une vraie annonce de candidature où je serai réussie possible. Au conditionnel. À Yes. Oui, à Yes. Conditionnel. Si je vous dis au futur, vous allez me dire ça y est, vous annoncez votre candidature. Donc écoutez, cette question, encore une fois, on a déjà dit. Mais vous êtes comme Raphaël Glucksmann, vous dites j'ai besoin d'un peu de temps, il faut encore 3 mois pour simplement réfléchir. Je choisis mon moment. Je pense qu'en ce moment, les Français ne sont pas encore dans la présidentielle. Vous savez, d'ailleurs je vois dans tous les sondages qui sortent, etc., les Français ne sont pas dans la présidentielle. Donc la présidentielle, c'est un choix d'homme. C'est pas un choix de parti politique. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. C'est le général de Gaulle l'a voulu comme ça. C'est pas une élection de parti, c'est une élection d'hommes. Et là, quand les Français rentrent dans la campagne, je l'ai vécu, ils changent leur regard. Ils se disent, mais celui-là, est-ce que je voudrais Est-ce que je suis prêt à lui confier les clés? Exactement. Et c'est important. On voit le caractère, on voit ce qu'il a fait, on voit son âge, on voit son épaisseur intellectuelle, culturelle, et on a entendu que c'est donc pas
encore le moment pour vous. Ça Voilà. viendra, mais que c'est un peu plus tard. AIS, conditionnel, qu'en n'est pas tout à fait un. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'être venu ce soir sur ce plateau. Tout